Alors, donc on continue. Dans cette partie, on va parler des exigences de la RT 2012. Alors, on a deux types d'exigences, des exigences de performance énergétique et des exigences de moyens. D'accord? Juste une petite précision pour vous dire que le titre 2 et 3, on voit en partie haute ici, là où je place ma souris. En fait, c'est à chaque fois, ça correspond au titre dans la RT 2012. C'est-à-dire que les performances énergétiques, enfin, ces exigences-là, on les trouve dans les titres 2 et 3. D'accord? Voilà, ça n'a rien à voir avec les titres du diapo, mais voilà, nous, on est plutôt ici. Voilà, donc les titres, en fait, c'est les titres des chapitres dans la RT 2012. Okay. Donc, on a deux types d'exigences, comme je disais, performance énergétique et exigence de moyens. Donc, énergétique, ça va jouer surtout sur l'aspect conception de la maison d'un point de vue énergie. D'accord? Est-ce qu'elle consomme trop? Est-ce qu'elle a des besoins trop importants? Des choses comme ça. Et la deuxième exigence, donc exigence de moyens, ça va être sur l'aspect technologique plutôt. Technologique plus d'autres critères sur les ponts thermiques et sur tout ce qui est Q4. Donc voilà. Donc nous, on va commencer là sur cette partie exigence de performance énergétique. Donc, il y a trois critères principaux à prendre en compte. C'est-à-dire que le premier, c'est le BBio qui doit être inférieur à un BBio max. Le CEP doit être inférieur à un CEP max. Et le TIC doit être inférieur au TIC de référence. Donc à chaque fois, pour ces critères-là, juste pour la performance énergétique, on doit être inférieur à une valeur maxi ou une valeur de référence. C'est toujours ça. Si on dépasse cette valeur-là, donc là, on n'a pas notre RT 2012. Donc s'il y a juste un des trois critères qui n'est pas respecté, du coup, le bâtiment ne sera pas conforme. D'accord? Alors, ces trois critères, qu'est-ce que c'est? On va voir le BBio, le CEP et le TIC. Le BBio, c'est le besoin bioclimatique. Donc, c'est un critère qui va permettre de prendre en compte l'aspect bioclimatique de la maison. Donc, je pense que vous avez déjà vu des choses avec Eric Mougel sur cette partie-là, sur la conception bioclimatique. Enfin, dans les grands principes, ça va être le fait d'avoir déjà une belle enveloppe au niveau de la maison, donc une bonne isolation, de bien traiter les ponts thermiques. Voilà, donc une conception intéressante là-dessus, sur l'enveloppe, mais aussi de favoriser tout ce qui est apport solaire, donc essayer de mettre des baies vitrées performantes, double vitrage suffisent pour l'RT 2012. Si vous voulez faire du passif, c'est mieux de passer en triple vitrage, donc plein sud, pour bénéficier de ces apports solaires-là. D'accord, donc ça c'est la conception bioclimatique, et on peut aussi essayer de réduire les besoins en refroidissement en été, d'accord, éviter de mettre des climatisations. Ça en fait partie aussi, donc c'est-à-dire que juste en mettant par exemple des extensions type terrasse ou ce qu'on appelle de toute façon plus généralement des casquettes ou des brises soleil orientables, on peut diminuer les apports solaires en été et du coup limiter les surchauffes. Donc c'est une des solutions, mais bon, globalement, voilà, c'est ce genre de choses qui est pris en compte dans ce critère BBio, donc qui doit être inférieur au BBio max. Le deuxième important, donc je vais sur la droite volontairement, c'est le CEP, d'accord? Donc ça, c'est la consommation en énergie primaire. Alors, la différence entre les deux, c'est que le BBio s'arrête bien aux besoins de chauffage, d'accord? Alors que l'autre, c'est la consommation en énergie primaire. C'est-à-dire que la différence entre les deux, là, c'est qu'on va, pour passer de là à là, on va intégrer le rendement et aussi le ratio énergétique, d'accord? Donc le facteur 2,58 là qu'on va retrouver pour l'électricité, ok? Donc ce CEP doit être inférieur au CEP max, et on va voir aussi un peu plus précisément comment est-ce qu'on calcule ça. À savoir que les unités concernant le BBio, ça va être des points, d'accord? Puisque vous verrez qu'on a des coefficients de pondération, des points, mais on se base toujours sur le besoin de chauffage qui est en kWh par mètre carré par an, d'accord, multiplié par un facteur de pondération, donc ça nous donne des points.
Et ici, le CEP, lui, reste en kilowattheure, donc énergie primaire, par mètre carré par an. D'accord? Ensuite, le troisième point, ça va être le TIC. Alors, le TIC, ça, c'est un facteur, un coefficient qui est très simple. C'est juste une température. Prenez-le comme une température intérieure. Donc, c'est la température intérieure conventionnelle ici. Prenez-le comme la température intérieure de la maison. Et il faut qu'elle soit inférieure à une TIC de référence. Donc, inférieure à une température maxi qu'on va vous donner suivant l'emplacement de la maison et ses types d'usage particuliers, quoi. Mais bon, voilà, en gros, si le TIC de ref est à 30 degrés, il faut que notre température maximum sur l'année ne dépasse pas les 30 degrés. D'accord? Sinon, on passe pas. D'accord? Donc, c'est un critère de surchauffe et de confort d'été, tout simplement. Pour calculer ce TIC-là, on a des méthodes de calcul dynamique. On verra ça un peu plus tard. Donc, on est capable de calculer les températures dans chaque pièce tout au long de l'année. D'accord? Et voilà, donc si on dépasse sur une période chaude la température de référence, on passe plus. Donc, c'est tout ça. Le point important à comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'on a deux critères ici entre le BBio et le CEP. On pourrait dire le CEP suffirait. Finalement, le BBio va directement impacter le CEP, alors pourquoi ne pas juste garder le CEP? Donc en fait, le BBio, comme je l'ai dit avant, ça s'intéresse uniquement à la conception bioclimatique. C'est-à-dire qu'on peut faire l'effort de faire une superbe conception bioclimatique, mais le problème, c'est que si on va mettre une technologie derrière qui va consommer énormément d'énergie, par exemple, je passe en BBio, donc j'ai un besoin de chauffage très bas, mais je vais mettre une chaudière très ancienne génération, ou une cheminée complètement ouverte, et là, du coup, j'ai des rendements peut-être inférieurs à 50%. Donc, du coup, ça veut dire que, du coup, mon CEP derrière va être impacté, parce que le BBio, lui, ne prend en compte si je mets une cheminée, une pompe à chaleur, une chaudière à gaz, ou peu importe, il s'intéresse qu'à l'enveloppe, d'accord? Peu importe le système. Mais du coup, si on met une technologie très faible énergétiquement derrière, c'est le CEP qui va prendre. Et du coup, voilà. Donc là, le CEP va plutôt intégrer des aspects technologiques, alors que le BBio va plutôt intégrer des aspects de conception enveloppe. D'accord? Et à l'inverse, on pourrait très bien imaginer qu'on a des super systèmes. D'accord? Et on pourrait très bien passer juste en CEP. Mais le problème, c'est que si on met des systèmes ultra performants alors qu'on a une conception bioclimatique moyenne, c'est dommage aussi. D'accord? Donc l'intérêt là, c'est d'aller jouer sur les deux tableaux, donc la conception de la maison au niveau de l'enveloppe et en plus les technologies derrière. Comme ça, on est sûr d'avoir une maison qui tient la route au niveau énergétique global. D'accord? Donc voilà. En gros, le CEP, c'est dire bon, je me tracasse pas à mettre beaucoup d'isolants, mais par contre, je vais mettre beaucoup de panneaux solaires. Donc c'est quand même aberrant, quoi. D'accord? Donc ça passe pas, puisque du coup, si on met pas assez d'isolant, c'est le BBio qui passera pas. D'accord? Donc voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir et des panneaux solaires, c'est bien, mais surtout une isolation performante à la base. Enfin, minimum. D'accord? Voilà. Donc c'est un peu pour l'introduction de ces trois critères. Maintenant, on va regarder comment on les calcule précisément. Donc pour ça, je me base sur un cas d'étude sur une maison individuelle donc, qui est située à Épinal. Fait 130 mètres carrés, c'est une maison à ossature-bois, donc ça tombe bien. Et elle est, donc comme c'est à Épinal, c'est à 380 mètres d'altitude. Donc là, vous avez les plans. Ici, cuisine, séjour au rez-de-chaussée avec un garage. D'accord? Et autour ici, donc chambre 1, 2, 3, voilà. Donc à l'étage avec une salle de bain ici et des toilettes par là. Vous avez la vue 3D au milieu, sachant que cette maison-là va être étudiée en TP derrière. Hein. Donc sur les TP, c'est là-dessus qu'on va travailler et sur le projet aussi à la fin. Ok. Donc voilà. Donc si on avance un petit peu, donc premier critère BBio inférieur à BBio max. Donc comment est-ce qu'on calcule le BBio?
eh bien, ça va être 2 fois le besoin de chauffage, plus 2 fois le besoin de refroidissement, plus 5 fois le besoin d'éclairage. D'accord? Donc c'est pour ça que ce critère-là est calculé en points, d'accord? Le besoin bioclimatique, c'est parce qu'on a les coefficients de pondération ici. D'accord? C'est pour donner un impact plus important en fait sur les besoins d'éclairage par rapport aux deux autres, puisque par défaut, en fait, si on prend un besoin de chauffage d'une maison RT 2012, on va être à 30 environ. Ouais, une trentaine de kWh par mètre carré par an. Et les besoins d'éclairage vont être de l'ordre de 2, enfin inférieur à 5, d'accord? Donc voilà, on a un ratio là entre les deux qui n'est pas équitable. Donc si on veut peser un peu plus sur la conception éclairage, du coup, je pense que c'est pour ça que ces facteurs ont été intégrés ici, d'accord? Donc c'est des calculs qui sont très simples, vous verrez au niveau dans ce cours-là, RT 2012, c'est que voilà, des multiplications, des additions, voilà. Par contre, le problème qu'il faut, c'est de bien intégrer les concepts. La différence entre un besoin et une consommation, énergie primaire, énergie finale, d'accord? Ça, c'est le plus important. Une fois qu'on a intégré tous ces concepts-là, on peut commencer à comprendre ce qui va se passer derrière, ok? Donc là, on parle bien des besoins. Besoin de chauffage, refroidissement, donc les besoins de clim, en gros, et d'éclairage. Ok, donc ce B-bio-là, ce facteur-là, il doit être inférieur au B-bio-max. Alors comment est-ce qu'on calcule ce B-bio-max? Alors c'est assez simple aussi, on va avoir un B-bio-max moyen fois des coefficients de modulation. Donc ces coefficients de modulation vont permettre de changer la valeur du B-bio-max en fonction, par exemple, de la géographie, c'est-à-dire l'endroit où on se place en France. On peut imaginer que c'est beaucoup plus simple, par exemple, de faire une conception bioclimatique dans le sud de la France que par chez nous. D'accord? Les apports solaires vont être un peu plus importants. Donc du coup, on a un peu plus simple. Donc du coup, par exemple, pour les pays, pour les régions du Nord, on va avoir un facteur plus important ici que pour la région du Sud. En fait, on autorise un peu plus à consommer pour les régions qui sont en partie nord et notamment au nord-est de la France. Pareil pour l'altitude, c'est plus simple dans un environnement, dans une maison qui va être baignée dans un air, on va dire à 20 degrés, enfin à 20 degrés à l'altitude, à 0 mètre d'altitude, que à 2000 mètres, d'accord? Sachant qu'on perd à peu près entre 0,7 et 1 degré, je crois, tous les 100 mètres. Donc voilà, si on commence à monter, ça devient difficile d'atteindre les critères de biomax. Du coup, on autorise aussi des largesses. Okay, et pareil pour la surface d'habitation, je parle. D'accord? Donc voilà, donc si on prend un petit exemple, le biomax moyen, il prend généralement une valeur de 60, sauf si on passe en CE2. Et en CE2, en fait, ça va être 1, 2, 3%, je sais pas, des maisons. Ça concerne les maisons qui vont être situées dans le sud de la France, donc vraiment côte méditerranéenne, d'accord, et qui vont avoir des problèmes de bruit. Enfin, je veux dire, si vous avez une maison qui se situe pas loin d'une piste d'aéroport, où les avions décollent et atterrissent à longueur de journée, ou autre chose, je sais pas, qui pourrait faire du bruit. Le problème de ça, c'est que on est dans un endroit où il fait très chaud. Si les avions descendent ou décollent tout le temps, on ne peut pas ouvrir les fenêtres pour se refroidir un petit peu en été. Donc du coup, on est obligé d'avoir un système de refroidissement, type climatisation. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on augmente ici la valeur du biomax moyen. Donc on vous autorise, dans ce cas-là exceptionnel, à consommer un peu plus. D'accord? Donc pour passer en CE2, en fait, il suffit d'activer les 4 cases, ici. Voilà. Donc vous voyez, c'est système de refroidissement pour une habitation, bien sûr, exposé au bruit, donc là c'est un des critères les plus importants, et aussi zone climatique H2D et H3. En fait, c'est le long de la côte méditerranéenne, comme je disais. D'accord. Donc vous voyez que c'est quand même un cas exceptionnel. Voilà, donc la plupart des maisons vont être à 60. Nous ici, on n'est pas du tout dans ce cas-là. Donc on reste en CE1 pour notre maison. D'accord. Donc le B-biomax moyen, il va prendre une valeur de 60. Hop. Voilà. Ensuite, c'est coefficient de modulation par rapport à la géographie, par rapport à la localisation géographique. D'accord? Donc vous voyez que suivant les endroits, ici, en fait, ça c'est les types de régions, on va avoir un coefficient qui va se moduler. Alors les régions, elles sont là. Donc, vous avez 8 régions principales en RT 2012.
Donc nous, on est en H1B ici. Et vous voyez que les départements qui sont ici, le 58 par exemple, en vert en plein centre, il est considéré comme avoir exactement la même station météo que Nancy. Il faut savoir que pour chacune de ces régions climatiques, on va avoir une station météo. Pour la bleue ici, la H2B, ça va être La Rochelle. Pour la Bretagne, ça va être Rennes. D'accord? Sachant qu'on sait très bien qu'il fait beaucoup plus beau à Lorient qu'à Rennes. Donc du coup, ça peut poser des problèmes. Voilà. Et notamment ici, dans le cas du centre de la France, ici, entre le département 18 et 58, par exemple, bah, peut-être qu'il y a une route qui va séparer ces deux départements-là, je sais pas. Il y a un voisin qui va avoir le climat météo de Nancy et un autre qui va avoir le climat, enfin le fichier météo de La Rochelle pour la conception de la maison, d'accord? Donc bon, on peut se dire quand même que c'est assez large comme zone et que ça, voilà, ça mériterait d'être revu peut-être, enfin on l'espère quand même pour la RE 2020, hein, parce que ça fait quand même des grandes dispersions, hein. Donc voilà. Donc 8 zones géographiques différentes et les H3 là, c'est ici. Nous on est en H1B, d'accord? Donc climat de Nancy. Hop. Donc H1B, si on regarde dans le tableau, ça fait 1,4. Donc tous ces tableaux-là, on les retrouve dans la réglementation thermique, hein. Donc 1,4, donc voilà, notre MBGO, il prend une valeur de 1,4. Donc ça veut dire que par rapport aux 60 de base, on va déjà l'augmenter de 40%. Ok. Ensuite, l'altitude, nous on était à 380 mètres. Donc dans le tableau, on nous dit qu'en dessous de 400 mètres, on prend une valeur de 0. D'accord. Après, on augmente avec l'altitude. Donc nous, c'est bon, on reste à 0. La surface, pareil, hein, on était à 132 mètres carrés. Donc on se place entre 121 et 140. Il y a 4 cas, d'accord. Donc le MB surf prend une valeur de 0. Voilà. Donc le B biomax, il va prendre une valeur, si on fait le total, de 84 points. D'accord. Donc pour rappel, hein, notre B bio doit être inférieur à cette valeur de 84. Voilà, là ici, vous avez là sur la carte de France les valeurs de B biomax pour ce type de maison à tous les endroits de France. Vous voyez, on passe de 84 pour nous à 42, hein, pour le sud-est, donc type méditerranéen, quoi. Donc il y a quand même un facteur 2 là, hein, sur le critère de conception bioclimatique, quoi. Voilà. Deuxième critère, donc on avait vu, hein, consommation en énergie primaire, le CEP. Donc là, je reviens sur le tableau qu'on avait en partie 1. Donc si on reprend la ligne sur le chauffage ici, donc on va voir l'écart entre déperdition et apport, qui vont nous donner donc les besoins de chauffage, et ces besoins de chauffage vont nous donner des consommations en énergie finale. Okay. Le passage entre les deux, c'est l'intégration du rendement, d'accord, rendement de la chaudière par exemple, et surtout d'ailleurs. Et ensuite, si on intègre le ratio énergétique, on va arriver sur des consommations de chauffage en énergie primaire. Okay. On a exactement la même chose pour le refroidissement, l'eau chaude sanitaire, l'éclairage artificiel et les auxiliaires. Pour rappel, les auxiliaires, ce sont les consommations, par exemple, de la petite pompe qui va servir de faire circuler l'eau dans les radiateurs et qui est située au niveau de la chaudière, ou bien les ventilateurs de la VMC. D'accord? Donc là, voilà. Donc si on fait la somme de cette colonne-là à droite, on a 5 usages RT uniquement. Je vous rappelle qu'on ne prend pas en compte les consommations des appareils domestiques, d'accord. Donc sur ces 5 usages RT, on va retrouver des consommations totales ici, hein, c'est donc le CEP, d'accord, en énergie primaire. Donc c'est comme ça qu'on calcule le CEP, c'est les 5, la somme des 5 ici. Donc ça, c'est bien à retenir également. Le CEP max, donc on a exactement le même type que pour le B-Biomax. Donc on a par contre une valeur de 50 ici qui vient se mettre automatiquement. Donc ce 50, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'objectif de la RT 2012, c'était de diviser par 3 les consommations pour les 5 usages par rapport à la RT 2005. RT 2005 qui était environ à 150 kWh par mètre carré par an en énergie primaire. Donc si on cherche à diviser par 3, on cherche en France
à tourner aux alentours de 50. D'accord, kWh par mètre carré par an. Après, on retrouve pareil le MC type. Donc, si exceptionnellement on se retrouve dans une zone où on va avoir un aéroport et qui fait chaud à proximité, par exemple, on va pouvoir augmenter cette valeur de 50. Et pareil, on va avoir une modulation suivant la géographie, l'altitude, la surface. Et on a un critère supplémentaire qui est le type, au niveau de la technologie, comment est-ce que votre système de production de chaleur va consommer du gaz à effet de serre. D'accord, va émettre. Pardon. Donc on verra ça un peu juste après. Donc le premier, nous, pareil, on est en CE1. Si on était en CE2, on aurait eu une augmentation de 20% de la valeur. Ok, pas le cas. Nous, on est CE1. Ok, donc le MC prend une valeur de CE1, de 1, pardon. MC Géo, donc pour la localisation géographique et l'altitude. Donc on était H1B et inférieur à 400 mètres. Hein, donc là, on passe à 1,3 pour le premier et 0 pour le deuxième. Hop, voilà, 1,3 et 0. Par rapport à la surface, donc pareil, on était dans ce cas-là, entre 121 et 140 mètres carrés. Donc du coup, notre valeur, c'est 0. Ok. Et le dernier critère, donc là, on a 4 cas de figure différents. En gros, plus on va émettre de gaz à effet de serre, plus le coefficient va être strict. Et moins on va en émettre, type le bois par exemple, chauffage au bois, et plus on va être autorisé finalement à consommer un peu plus. Donc si c'est du chauffage bois, on passe à 0,3, c'est pas notre cas. Le cas numéro 2, c'est un réseau de chaleur et de froid. Donc suivant le type de réseau de chaleur, donc on a un critère en grammes par kilowattheure de CO2, on va avoir une valeur. Donc c'est pas notre cas ici. Donc là c'est uniquement réseau de chaleur, c'est sur le même principe. Par contre, nous on va être dans le cas numéro 4, puisqu'on va avoir une chaudière gaz à condensation, donc la valeur va prendre 0. Voilà. Donc si je fais le calcul final, j'arrive à 65 en kilowattheure énergie primaire par mètre carré par an. Donc ici, c'est bien ce qu'on retrouve dans les cartes du site de l'ART 2012. 65 pour le Grand Est, c'est tout à fait ça. Et vous voyez qu'on peut tomber à 40 au sud-est. D'accord. Donc le CEP devrait être inférieur à 65 kWh en énergie primaire par mètre carré par an. Donc c'est un peu plus que les 50 affichés. Mais si on prend en gros la moyenne de la France, on va tourner autour des 50. Voilà. Autre chose, on a une petite différence suivant, parce que là c'était pour une maison, mais suivant les types d'usage, c'est logique. Donc, habitation 60, c'est peut-être pas dans le Grand Est, mais bon, c'est un autre exemple. Mais si on est dans le cadre d'une habitation à 60, on peut monter par exemple à 90 pour de l'accueil à petite enfance, avec d'autres valeurs, enseignement primaire 75, etc. D'accord. Donc voilà, ça peut bouger un petit peu aussi suivant le type de bâtiment. Hop. Donc voilà, donc si on fait un petit exemple, dans notre cas de référence ici sur cette maison, on a un besoin de chauffage, donc comme je vous disais, d'environ 28,4 et un besoin en éclairage de 1,7. D'accord. Vous voyez, il y a quand même un facteur 10 au moins en échelle entre les deux, d'où le ratio de 5, je pense, concernant le calcul du BBO. Maintenant, la question, c'est de dire, voilà, si j'ajoute 10 kWh par mètre carré par an de climatisation, est-ce que je passe toujours en BBO? Donc, sachant que dans le premier cas, on passe, puisque le BBO est calculé à 65,3 pour un BBO max de 84. Maintenant, si j'ajoute de la clim, normalement en cours, je vous laisse faire un petit peu le calcul. Ceux qui veulent faire le calcul, allez-y, il suffit de mettre pause sur la vidéo. Et pour les autres, je vais vous donner la solution, donc c'est pas compliqué, de toute façon. Le calcul, c'est le suivant. On a 2 fois le besoin de chauffage, plus 2 fois le besoin de refroidissement, voilà, plus 5 fois le besoin d'éclairage, donc on arrive normalement à 85,3. D'accord. Le Babyomax, il a bougé à 85 ici, il n'aurait pas dû, c'est juste mon tableur Excel qui s'est incrémenté tout seul, quand j'ai dû tirer la colonne. Mais bon, 85 par rapport à 84, on voit bien que là qu'on passera plus. D'accord. Donc juste avec un peu de clim, déjà sur ce type de maison, ça casse déjà notre critère BBO. Donc voilà, c'est fait pour. C'est fait pour. C'est vraiment le but d'aller chercher de la conception bioclimatique et d'arrêter la climatisation, quoi.
Donc dans des cas exceptionnels, on peut le faire, notamment quand on est en CE2, mais là, voilà, vaut mieux éviter, quoi. Donc il faut chercher d'autres solutions pour refroidir sa maison et arrêter la climatisation. Autre petit exercice, donc là ici, moi comme je vous disais, j'avais un chauffage au gaz, d'accord? Donc si je reprends là les 3 besoins de base, si je calcule mes consommations avec un rendement pour le chauffage à 0,98, donc en énergie finale, ça me fait 28,97. Consommation d'éclairage, bah, ça bouge pas, d'accord? L'eau chaude sanitaire, j'ai une consommation du coup de 6,6, ok? Et l'auxiliaire, hein, c'est assez faible, hein, les auxiliaires, mais ça peut monter très fort si on a une double flux par exemple. C'est ça qui pénalise un petit peu. On le verra un peu plus tard. Mais ici c'est 0,7, d'accord? Comme on est à une ventilation simple flux. Donc dans mon premier cas ici, là, avec le chauffage gaz, donc je me retrouve avec un CEP de 52,19 pour 65. Donc là, je suis largement en dessous du critère, donc il n'y a pas de souci. Je passe en RT 2012. D'accord? Maintenant, à partir de ce cas de référence-là, la question était qu'est-ce qui se passe si je passe avec un chauffage électrique? Donc pareil, si vous voulez essayer de faire le calcul, vous faites pause. Moi, je vais avancer. Donc, si on passe avec un chauffage électrique, on va se retrouver avec une énergie finale ici qui va être égale du coup aux besoins de chauffage, puisqu'on peut supposer que le rendement va être à peu près de 100%, d'accord, par rapport à un chauffage électrique. Donc là, on va passer à 1. Mais par contre, ce qui va se passer, c'est qu'on va retrouver le facteur 2,58, hein, pour lui. Donc là, le 28,4 fois 2,58, hein, faites le calcul, on doit être à peu près à 73,27, à moins que je me sois trompé, que j'ai pris l'autre, mais bon, de toute façon, ça ne changera pas grand-chose. Et on explose complètement là notre consommation en énergie primaire à cause de cette technologie électrique. D'accord. Donc si on fait la somme de tout ça, là on passe à 96,49. Donc on est largement au-dessus du critère de 65, donc là on passe plus. D'accord. Donc dans ce deuxième critère-là, on peut être très bon, vous voyez, avec le Bébio, pas de souci, mais comme on passe avec un chauffage électrique, on passe plus. Voilà. Donc la RT de 2012, c'est fini. Donc là, il faut passer à autre chose. C'est possible, hein, de faire du chauffage électrique, on le verra après, mais par contre, il faut vraiment faire un travail énorme sur le Bébio. Donc en gros, il faut faire presque une conception passive, même cap passif plus, et ensuite on pourrait imaginer de mettre du chauffage électrique, mais on passe vraiment juste. D'accord, mais bon, ça vaut pas le coup. C'est dommage quand même de faire une conception passive et d'aller mettre du chauffage électrique derrière et se prendre le coefficient de 58, quoi. Mais bon, après, c'est des choix, hein, choix de particulier. Voilà. Hop. Et le dernier critère, donc la température intérieure conventionnelle. Donc là, je n'ai pas de calcul à vous présenter, hein, c'est une valeur de référence qui est définie via le logiciel, donc suivant certains points, mais voilà, il n'y a pas vraiment de développement à faire, ça ne vaut pas le coup d'aller rentrer là-dedans. Ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière le logiciel, il va calculer la température à l'intérieur, lors d'une période chaude, bien sûr. Si on dépasse le critère, bah, du coup, on a un risque de surchauffe. D'accord. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette partie. Donc je vous invite à passer à la partie suivante. Merci.